Salut les devs mobiles, c'est Maxime du Purple Giraffe et aujourd'hui j'arrive avec une vidéo un petit peu improvisée parce que j'ai passé la matinée sur une des fonctionnalités de mon serveur Directus et je trouve ça plutôt pas mal. Je voulais le partager avec vous, c'est un retour à chaud. J'ai pas exploité à fond tout ce qu'il était possible de faire, mais je pense que ça peut vous plaire ce genre de fonctionnalité puisque on parle de plus en plus de no-code. Directus est une solution qui nous permet de créer un web service normalement sans code, mais dans certains cas on a besoin d'ajouter du code personnalisé, c'est-à-dire qu'il va nous préparer 90% du travail et puis pour certains, ces 90% sont finalement 100% parce que ça vous suffira. Mais si vous avez des besoins spécifiques, c'est là qu'on va devoir rajouter du code. Mais sur les dernières versions de Directus, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le flow. Et cette fonctionnalité, elle permet d'ajouter des petits blocs de logique, normalement sans coder. Et justement, c'est ce qu'on va voir ici. Donc je vais basculer sur mon écran et on va en discuter pour voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc là, vous voyez mon interface de Directus avec des tokens d'utilisateurs, donc des tokens de device. J'ai une idée par user device, mais qui n'est pas affichée ici. Mais surtout, j'ai mes tokens Firebase, puisque j'ai besoin d'utiliser Firebase pour la partie Android. Donc, je l'utilise aussi, du coup, pour la partie iOS. Alors, attention, je n'utilise pas Firebase pour tout le reste, c'est-à-dire la gestion des données. Je m'en sers que pour les pushs, puisque dans tous les cas, je n'ai pas le choix. C'est la seule façon officielle de faire des pushs sur Android. Donc, autant s'en servir aussi pour iOS. Ces tokens que vous voyez ici, vous voyez que le début de chacun des tokens de mes utilisateurs de test. Qui sont dispo ici. Ok, cette table, elle va être alimentée par mes applications mobiles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur a accepté les pushs, je m'enregistre localement auprès de Firebase qui va me fournir un token que je devrais sauvegarder pour envoyer des messages plus tard. Et ce token, je l'envoie. Par contre, ce qu'il est recommandé de faire, c'est à chaque lancement de l'application de redemander un token et de le renvoyer. Sauf que Firebase va souvent me refournir le même. Des fois, il décide de l'annuler et d'en générer un nouveau, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dois le renvoyer sur mon serveur, quoi qu'il arrive. Et s'il y en a un qui est annulé, il s'avère qu'au prochain envoi de push, je vais avoir un refus de Firebase et donc je vais juste le supprimer. Par contre, c'est important qu'à chaque arrivée, je le renvoie sur mon serveur. Donc ce que je fais jusqu'à présent au niveau de mes applications mobiles, c'est que je le renvoie à chaque lancement, quoi qu'il arrive. Même si je l'avais déjà envoyé avant, je l'envoie à chaque fois. Et un des problèmes que ça peut poser, c'est qu'on se retrouve avec des doublons ici. Alors là, je les ai tous supprimés dans mes données test, mais on pourrait arriver dans le cas où on aurait plusieurs fois le même token, c'est-à-dire que si l'utilisateur lance 4 fois son application et que le token ne change pas, je me retrouve avec 4 fois ce token enregistré ici, et donc je peux lui envoyer les push 4 fois, ce qui n'est pas terrible. Donc je cherche à améliorer ça. Alors avant, je faisais une lecture depuis l'application, avant d'envoyer, je vérifiais s'il n'existait pas déjà, ça me faisait un premier appel au web service, et ensuite, si le retour était vide, alors je faisais l'envoi, mais c'est quand même un peu dommage de faire 2 appels par utilisateur à chaque lancement, on doit pouvoir trouver un petit peu mieux. Donc mon idée c'est de faire un envoi, et si c'est la première fois, il sera ajouté à la base, s'il existait déjà, ça va juste être ignoré par mon serveur Directus. Il n'y a pas d'API en REST pour ça, en tout cas pas en standard dans Directus, donc j'ai voulu utiliser une extension. Et maintenant, vous allez voir ici le résultat de ces quelques heures de travail pour comprendre comment ça fonctionnait et mettre en place ces flows. Donc un flow, c'est une logique de fonctionnement automatisée qu'on va pouvoir ajouter dans Directus. En théorie, c'est sans code. En pratique, il faut quand même coder. Et à la limite, à la fin, vous voyez, j'ai terminé sur un script parce qu'en essayant d'utiliser tous leurs modules sans code, c'était vraiment trop compliqué. Ou en tout cas, c'est pas assez documenté. Et donc, j'ai passé plus de temps à lire leur forum pour essayer de comprendre comment ça marche plutôt que de le coder. À la fin, j'en ai eu marre et j'ai codé ce petit script directement parce qu'ils ont rajouté récemment un module script et c'était plus simple pour moi. Ça, c'est mon côté programmeur. Vous voyez, le no-code, c'est assez limite pour moi. Je suis plus à l'aise avec les outils de code, surtout quand c'est pas très bien documenté pour le no-code. Mais dans tous les cas, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche. Donc, l'idée, c'est que vous avez un trigger. Un trigger, c'est ce qui va déclencher ce flow. Donc, vous pouvez créer plusieurs flows et pour chaque flow, vous avez plusieurs types de triggers. Donc, si je clique ici, on peut voir les différents types de triggers qu'on a. Vous voyez, donc, Event Hook, c'est ce que j'ai utilisé qui permet d'exécuter du code dès qu'il y a un événement sur la plateforme. Donc dans mon cas à moi, l'événement, c'est un ajout de données à la table user device. Donc dès que j'ajoute un objet à l'intérieur, j'avais pris un filter sur une création de la table user device. Voilà. Et donc dès que je vais chercher via l'API ou via l'interface graphique, peu importe de quelle manière, dès que je vais créer quelque chose dans ma base de données user device que je vais ajouter une nouvelle ligne, ça va déclencher ce filtre. Et donc on peut soit faire un filtre, soit faire une action. La différence entre les deux, c'est que le filtre va être bloquant, ça veut dire qu'il va l'exécuter avant de faire l'insertion, il va vérifier que les données sont correctes et éventuellement le refuser, c'est ce que moi je vais faire. Ou alors l'action, c'est différent, il va laisser faire l'insertion de façon rapide et répondre OK à la personne qui l'a demandé, et ensuite, il va exécuter une action a posteriori. Donc on ne refuse pas, mais on exécute quelque chose en cascade.
C'est deux logiques différentes. Pour moi, c'est un filter que je veux. Alors attention, si vous commencez à utiliser les filters, il faut savoir que ça ralentit l'insertion, puisque ça bloque l'insertion le temps que le filtre soit exécuté. Donc si mon petit script prenait du temps à s'exécuter, ça va ralentir chacune des insertions des utilisateurs. Pour l'instant, je vais tester comme ça. Bien sûr, si je vois que ça me ralentit trop, je trouverai un autre moyen de travailler. Mais pour l'instant, c'est la voie que j'ai choisie. Donc j'ai mon filtre qui est prêt. Et ensuite, on a un dernier réglage qui est ici. Alors, il est très important ce réglage. Il permet de savoir quel sera le résultat final de l'insertion. C'est-à-dire que, comme on a choisi filtre, on va pouvoir, si on le souhaite, modifier les données. Ça ne va pas juste les bloquer. Alors, il va bloquer l'événement le temps qu'il est décidé, mais à la fin de sa décision, il peut, s'il le souhaite, soit annuler l'insertion complètement, soit la modifier en fournissant des données différentes. Et c'est ce qu'on choisit tout en bas, c'est-à-dire quel sera le corps de la réponse pour l'opération qu'on cherchait à faire. Et dans mon cas, je vais dire que je vais retourner les données de la dernière opération. Si on choisit All Data, ça retournerait toutes les données qu'on a construites tout au long des différentes étapes. Moi, je veux juste remplacer par les dernières données. Donc, je valide. Ça veut dire qu'il va exécuter toutes ces étapes et les données qui seront retournées à la fin serviront à créer. S'il y a une erreur, je vais vous montrer directement à la fin. Ici, vous voyez, soit je lance une exception en disant non, tu annules l'insertion et donc ça va bloquer, mon filtre sera bloquant. Ou alors, je retourne les données originales que j'avais dans mon trigger, c'est-à-dire que je ne change pas les données, j'ai juste fourni les données normales. Ok, on reviendra un petit peu plus tard à ce code-là. On va juste revenir une étape avant ici. Donc dès que mon trigger est exécuté, je vais pouvoir le relier à une première action. Là aussi, on a plein d'actions possibles. Si je fais sur Edit, on peut voir les différents types d'actions qu'on va avoir ici. Donc, conditions, exécuter du code arbitraire, créer des données, supprimer des données, lire des données, mettre à jour des données. Tout ça, c'est la gestion des données de Directus, bien entendu. On peut faire du log, on peut envoyer des emails, on peut déclencher des appels à des web services externes. On peut faire une attente, on peut faire plein de choses en fait. Et là, on peut même déclencher d'autres flows. Donc, quand vous avez plusieurs flows, vous pouvez dire à partir de cette étape-là, je déclenche un autre flow. Alors, bien sûr, c'est intéressant de faire ce genre de choses une fois qu'on a pris un petit peu de décision. Là, je ne vais pas dès le début déclencher un autre flow, ça ne voudrait rien dire. Bon, je vais annuler ma modification hein, puisque je ne veux pas changer ce que j'ai déjà fait. Et je vais revenir ici pour qu'on voit ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, moi, j'ai choisi une lecture. Une lecture, ça me permet d'aller lire dans ma base de données la liste des devices existants. Je veux vérifier si celui que je suis en train d'insérer n'existe pas déjà. Donc je vais faire une lecture sur la table User Device et je vais utiliser un filtre de Directus pour lui dire je veux uniquement les objets dont le token de Firebase est égal à celui que j'ai reçu dans le trigger. Donc vous avez une variable spéciale qui s'appelle $trigger. Et dans cette variable spéciale, vous avez ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire toutes les données qui ont été reçues pour la création originale, qu'on a bloqué pour l'instant, on attend de savoir si on va la faire. Et là-dedans, j'ai une propriété en JSON qui s'appelle FCM token. Donc je veux, dans ma table à moi, rechercher tous les devices qui ont le même token que celui que je suis en train d'essayer d'insérer. Ok, cette case, elle permet de savoir si cette opération-là de lecture doit déclencher d'autres hooks qui surveilleraient des opérations de lecture. Je ne veux pas faire des choses en cascade, donc bien sûr, je ne coche pas ça. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai récupéré mes données, ce qui va se passer, c'est que cette lecture, elle va me retourner potentiellement plusieurs lignes. Alors moi, dans mon cas, il devrait y en avoir soit 0, soit 1, si j'ai bien fait les choses. C'est-à-dire que, puisque j'interdis d'avoir plusieurs objets qui ont le même token, normalement, je ne devrais pas en avoir plus d'un. Mais dans tous les cas, la fonction de lecture, elle va me retourner un tableau. Et donc, s'il a réussi à faire la lecture, j'arrive ici, et là, je vais exécuter du code. Et dans ce code, je vais essayer de récupérer les données de l'étape d'avant. Alors, comment on fait pour récupérer les données d'une étape d'avant? Là aussi, c'est assez compliqué. Et tout ça, vous voyez, c'est le résultat de mes expérimentations de ce matin, et je me suis dit que j'allais partager avec vous. Donc, une des façons de récupérer les données qui ont été générées à l'étape d'avant, c'est de fournir un ID à chaque étape. Donc si je reviens ici, on va revoir mon read data, je vais donner une clé ici, vous voyez, read existing user device, c'est un nom que j'ai choisi arbitrairement, on peut mettre ce qu'on veut ici. Et ce qui va se passer, c'est que le résultat de cette opération sera stocké en JSON sous ce nom-là, le nom de la clé qui est fournie ici. Donc je peux, dans mon code, dire dans les données qui sont transportées d'étape en étape, il doit y avoir maintenant une clé qui a été ajoutée, qui s'appelle read existing user device, et je vais le récupérer. J'ai fait un petit print pour arriver à débugger, et ensuite, je peux vérifier est-ce que c'est bien un tableau, est-ce qu'il a bien une longueur supérieure à 0. Et si c'est le cas, si c'est un tableau qui a au moins une case, voire plus, dans ce cas-là, je me rends compte qu'il y a déjà des utilisateurs qui ont ce token-là, et je vais générer une erreur pour annuler finalement l'insertion. Si ce n'est pas un tableau, que c'est un tableau et qu'il y a 0 case à l'intérieur, alors je vais lui dire,
tant mieux. Le tableau est vide, ça veut dire que c'est la première fois que cet utilisateur s'inscrit sur la plateforme pour les push, et donc je vais récupérer ce token et l'enregistrer. Et très important, si on veut que ça se fasse, il faut retourner les données d'enregistrement. Et dans ce cas-là, vous voyez, dans cet objet data qui concerne toutes les données qu'il y a depuis le début, non seulement on a les données de l'étape précédente, mais j'ai aussi les données de la première étape qui s'appelle le trigger, que je veux récupérer non changé. Ça, c'est ce qui a été envoyé au tout début au serveur lorsque mon application a essayé de s'enregistrer. On a ces données qui sont disponibles et donc je veux retourner ces données-là. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, au tout début, je vous ai dit que dans le cadre de mon trigger, je lui ai dit que les données à utiliser pour l'insertion devraient être celles de la dernière opération. Et donc, la dernière opération, c'est celle qui est tout à droite ici, à la fin de la flèche. Et donc, je veux retourner ces données-là dans le cas où je veux enregistrer. Voilà un petit exemple de comment on utilise Directus avec les flows. Alors, c'est vraiment brut de décoffrage. Déjà, parce que de leur côté, c'est tout frais, c'est tout neuf. Il y a encore plein de plates qu'il faut essuyer. Et d'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'avais pas la toute dernière version de Directus. Et il y avait des bugs, il n'y avait pas tout qui était activé dessus. Donc, je vous conseille, si vous comptez utiliser ces flows, de mettre à jour votre Directus à la dernière version pour déjà avoir le moins de bugs possible et avoir le plus de fonctionnalités possible. Par exemple, ce run script, je ne l'avais pas avant. J'étais en 9.18 et du coup en passant en 9.20, je crois que c'est ça, je crois que j'étais en 9.18 et je suis passé en 9.20, en 9.20 il y est. Et donc déjà ça m'a permis d'avancer parce que, alors je vous montre rapidement ce que j'avais cherché à faire avant. J'avais essayé avec des conditions, avec du log pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait pour essayer de le faire marcher. Ça a vraiment été compliqué. Alors si je peux vous donner quelques conseils sur ce genre d'outils, ce genre de comment débugger le plus efficacement possible. Ce que j'ai pu trouver ce matin, c'est que c'était plus simple pour moi de me créer un flow manuel qui se déclenche manuellement. Comme ça, je pouvais facilement faire mes tests. Je n'avais pas besoin à chaque fois de relancer mon application sur le mobile pour qu'il essaie de s'enregistrer. Voilà, je voulais éviter ça. Donc, j'ai créé un petit flow supplémentaire que j'ai appelé Dev Trigger. Et dedans, j'ai ajouté un trigger manuel. Un trigger manuel, en fait, vous allez pouvoir l'avoir ensuite dans vos tables. Donc, j'ai choisi la collection User Devices, ce qui fait qu'à l'intérieur de cette table, dès que je choisis un objet, vous voyez, dans les flows disponibles, j'ai celui-ci qui apparaît. Donc quand je vais cliquer là-dessus, ça va exécuter ce dev trigger en lui passant des données. Moi, je m'en fiche un petit peu des données. J'ai modifié ce que j'allais lire ici. Je lisais tout le temps le même token que je lui passais ici. Vous voyez, j'ai mis un token ici que je lui ai passé pour qu'il essaie de trouver ce token-là. Et ensuite, je pouvais tester mon script par la suite. Et justement, avec les console.log, on peut comprendre un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que en allant voir notre terminal, on peut voir les différents logs qui sont passés, vous voyez. Voilà, là c'était quand j'ai fait mes essais, quand ça a retourné une erreur, ça me faisait ça. J'ai affiché certains de mes logs, voilà. C'est plein de choses qui me permettent d'avancer. Une autre façon, c'est aussi de consulter les logs officiels, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous exécutez un script, vous pouvez voir les logs. Donc on voit qu'il a déclenché cette action. On peut voir les options de déclenchement, là ça a été fait manuellement. On peut voir la charge utile qui a été envoyée. On peut voir à l'étape suivante qu'est-ce qu'il a récupéré comme données. Ensuite, quelle était la charge utile que lui il a ressortie. On peut voir ensuite ici, alors il y a très peu d'infos sur le run script puisque c'est très basique, mais en fonction des types de modules que vous allez ajouter ici, les types d'actions, vous aurez un log différent et à chaque fois que vous faites un essai, vous pourrez voir ça. Donc entre les logs qui sont ici, les console.log qu'on peut utiliser dans les scripts, ça vous permet d'avancer. Personnellement, j'ai préféré le run.script qui m'a permis de me débloquer parce que quand j'ai commencé à utiliser les conditions et tout, c'est tellement compliqué, vous voyez, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire là-dedans. En termes de variables disponibles, j'ai trouvé le trigger, le last qui correspond à l'étape d'avant, enfin $last pour l'étape d'avant, et ensuite surtout les clés. Il suffit de mettre une clé sur une action et du coup on peut le récupérer derrière. Ça c'était plutôt pas mal pour arriver à lire les données, mais c'est quand même pas très clair encore, hein. On sent qu'ils sont au début du truc et d'ailleurs la doc officielle n'est pas encore publiée. J'ai dû trouver l'endroit où ils publiaient leur doc, le dev de doc, c'est à dire que sur le site de GitHub ils ont un dépôt spécial pour la doc, c'est pas encore publié, mais on peut voir justement ce qu'ils ont commencé à préparer. Et donc j'ai commencé à lire pour essayer de déchiffrer tout ça. Et là je vous ai fait un résumé. Donc là vous avez déjà un premier aperçu de comment ça marche. Et bien sûr, lorsqu'ils vont finaliser tout ça, il y aura une doc qui sera publiée, qui sera beaucoup plus agréable à utiliser. Donc entre la doc, les salons de discussion qui sont sur le GitHub de Directus, on peut quand même pas mal avancer. Pas mal de gens qui se posent la question et de gens super dispo et super sympas pour nous répondre. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un premier aperçu de comment utiliser ces flows de Directus, et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez. Mon avis, pour l'instant, c'est que c'est un peu brut de décoffrage et que je préfère faire des extensions en code, mais
Pour ceux qui veulent pas faire de code, qui veulent pas faire du TypeScript ou du JavaScript, ça peut vous permettre d'avoir certaines actions automatisées et c'est quand même plutôt sympa. Vous verrez dans les triggers, il y a plusieurs choses. On peut faire des choses programmées avec certaines heures par jour, des choses manuelles, des événements. Il y a plein de choses possibles et donc on va pouvoir automatiser plein de tâches sur le serveur Directus. Si ça vous a plu, vous savez ce que je vais vous dire, on appuie sur le petit pouce, on s'abonne et surtout, on n'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'on en a pensé. J'aime bien discuter avec vous, je suis dispo pour répondre à vos questions, donc profitez-en, c'est juste en dessous de la vidéo. Et d'ici là, je vous dis rendez-vous dans une semaine pour devenir encore meilleur. Happy coding!